Investir dans l'entrée en bourse de SpaceX, le meilleur deal du siècle ou bien l'arnaque du siècle? Tout le monde se pose la question, sauf qu'il y a un détail que personne ne vous dit. Pour vous, elle est déjà tranchée. Si vous avez en fait un ETF Nasdaq 100 ou même un ETF World, eh bien ce panier qui contient automatiquement les plus grosses valeurs de la bourse, eh bien dans 15 jours qui va suivre l'introduction en bourse de SpaceX, SpaceX sera dans votre portefeuille. Pas parce que vous l'avez décidé, mais automatiquement, sans vote, sans recours. Elon Musk a tout verrouillé pour cette introduction en bourse, y compris l'impossibilité de le déloger. Juridiquement, seul Musk peut virer Musk. C'est dans le document officiel déposé à la SEC le 20 mai dernier. Alors avant d'entrer dans le détail, un mot rapide. Ce qui suit est une analyse éducative et ne constitue pas un conseil en investissement au sens de la réglementation AMF. C'est une analyse. Investir dans une IPO, une introduction en bourse, peut engendrer une perte de votre capital, surtout dans les 12 premiers mois. On va voir pourquoi. Donc faites vos propres analyses avant d'investir, évidemment. Alors SpaceX entre en bourse sur le Nasdaq sous le ticker SPCX. La valorisation cible, c'est-à-dire la valeur totale que l'entreprise veut que le marché lui attribue, est de 1750 milliards de dollars, la faisant passer instantanément numéro 7 des plus grandes capitalisations au monde. La levée est prévue entre 20 et 75 milliards de dollars selon la fourchette finale. Pour vous donner une idée, Saudi Aramco, la plus grosse IPO de l'histoire jusqu'ici, avait levé 29 milliards de dollars en 2019, 2,5 fois moins. SpaceX, ce n'est évidemment pas une petite structure qui démarre. En 2025, elle a réalisé 165 lancements, plus que toutes les agences spatiales gouvernementales réunies. Elle contrôle 80% de la masse totale mise en orbite dans le monde. Sa division Internet par satellite, donc Starlink, compte 10,3 millions d'abonnés dans 164 pays et génère déjà 11,4 milliards de revenus annuels. Quand vous entendez SpaceX, vous pensez donc fusée, Falcon 9, Starship. Voilà, c'est l'image marketing de SpaceX. Pourtant, regardez ce que dit le prospectus sur la répartition réelle des revenus 2025. 61% du chiffre d'affaires, c'est Starlink, l'Internet par satellite. Le spatial pur, les lancements que vous voyez à la télé, c'est 22%. Starlink génère 4,4 milliards de résultats opérationnels en 2025, c'est-à-dire ce qui reste une fois payé tous les coûts du métier, salaire et matériel compris, mais avant impôts et écriture financière. En clair, est-ce que l'activité gagne de l'argent par elle-même? Alors pour Starlink, oui. Et même plus 120% en un an. C'est la machine à cash de SpaceX. Donc c'est pas les fusées. SpaceX, ce n'est pas une boîte de fusées qui s'est diversifiée. C'est vraiment un opérateur télécom qui s'est offert une division fusée pour mettre ses propres satellites en orbite. Pour vous donner une idée du changement de dimension, la navette spatiale américaine coûtait 54 500 dollars par kilo envoyé en orbite. Le Falcon 9 de SpaceX coûte aujourd'hui environ 2700 dollars par kilo. Et si Starship fonctionne pleinement, c'est-à-dire si les étages de la fusée reviennent et atterrissent de manière fiable, permettant donc une réutilisation rapide, la cible est sous les 100 dollars par kilo. C'est une division par 500 en 20 ans. Mais pour SpaceX, là où le chiffre d'affaires est en train d'exploser, c'est l'IA et l'infrastructure cloud. En fait, SpaceX, c'est bien plus qu'une simple entreprise de télécom et de fusée. Depuis le rachat de xAI, donc l'entreprise d'IA fondée par Elon Musk, concurrente donc de OpenAI, d'Anthropic, SpaceX possède les supercalculateurs Colossus développés pour entraîner Grok, donc le concurrent de Claude et ChatGPT. L'entreprise vient de signer 2 contrats colossaux pour louer sa puissance de calcul. L'un avec Anthropic, qui va payer 1,25 milliard de dollars par mois, et l'autre avec Google, qui va payer 920 millions de dollars par mois pour accéder notamment à environ 110 000 GPU NVIDIA. À eux seuls, ces 2 deals pourraient générer près de 26 milliards de dollars de revenus annuels. SpaceX devient aussi donc un fournisseur majeur d'infrastructures pour l'IA. Alors soyons justes, Musk l'a reconnu lui-même, l'engagement initial avec Anthropic ne porte que sur 6 mois. Et au-delà, ces contrats restent résiliables avec un préavis de 90 jours. Donc les revenus potentiels issus de la location des infrastructures d'IA de SpaceX sont colossaux, mais ne reposent aujourd'hui essentiellement donc que sur 2 très gros clients, Anthropic et Google, mais qui peuvent partir très vite. Donc sur le papier, ces 2 contrats représentent environ 26 milliards de dollars par an, certes, mais il ne faut pas les traiter comme des revenus garantis pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et en 2025, le chiffre d'affaires de SpaceX s'élève à 18,7 milliards de dollars, intégrant donc la division IA, xAI et Twitter. Ah oui, parce que Twitter, X, du coup, appartient aussi à SpaceX. Le chiffre d'affaires a augmenté de 33% sur un an, mais attention, une partie de cette croissance vient de l'intégration de xAI
pas de la croissance organique de SpaceX seul. SpaceX affiche un EBITDA ajusté de 6,6 milliards de dollars. Alors l'EBITDA ajusté, c'est le bénéfice avant les mauvaises nouvelles, entre guillemets. On met de côté les intérêts de la dette, les impôts, l'usure du matériel. Et comme il est ajusté, on enlève également tout ce que le comptable décide d'appeler comme exceptionnel. Alors sur le papier, in fine, ça ressemble à une machine à faire des bénéfices. Sauf que la vraie photo, pour l'instant, elle n'est pas là. Le résultat officiel, donc c'est celui des normes comptables, pas la version ajustée. Et là, tout change, notamment parce que les satellites Starlink s'usent. Il faut les remplacer tous les 5 à 7 ans. Une charge énorme qui passe dans les comptes. Bilan, SpaceX encaisse de plus en plus de cash, mais une fois tous les coûts comptés, finalement l'entreprise perd de l'argent. Sur 2025, donc malgré ces 6,6 milliards de dollars d'EBITDA ajustés, le résultat opérationnel réel est négatif, moins 2,6 milliards. La division IA à elle seule a brûlé plus de 6 milliards sur l'année. Et ça s'accélère au premier trimestre 2026, SpaceX affiche 4,3 milliards de pertes nettes. Alors pour cette introduction en bourse, censée valoriser SpaceX à 1750 milliards de dollars pour 18,7 milliards de revenus, eh bien vous payez 94 fois le chiffre d'affaires. Traduction simple, pour chaque euro que SpaceX encaisse en un an, vous déboursez 94 euros. Alors d'habitude, pour juger si une action est chère, on va comparer déjà son prix à ses bénéfices. Pour SpaceX, il n'y a pas de bénéfice pour l'instant. Elle perd de l'argent. On est donc obligé de la comparer plutôt à son chiffre d'affaires. Et 94 fois, pour une entreprise de cette taille déjà, c'est plutôt hors norme. Nvidia se paye environ 27 fois ses ventes, Apple 8 fois. Pour le même euro de vente, vous payez SpaceX 12 fois plus cher qu'Apple. Autrement dit, aujourd'hui, à ce prix-là, à cette valorisation, si les investisseurs sont présents, ils ne sont pas fous. Ils s'attendent en fait à ce que SpaceX ait une croissance énorme des revenus, une maîtrise des charges dans le même temps, et pour que finalement, ce prix soit cohérent d'ici quelques années. Et que, au fil du temps, les revenus et les résultats nets de SpaceX apportent assez de bénéfices tellement pour que ce prix soit raisonnable. Alors ça, ce sont les attentes des investisseurs qui vont se positionner lors de cette IPO. Évidemment, SpaceX a plusieurs problèmes, et des problèmes de fond. Un des problèmes, c'est le monopole de Starlink actuel qui ne durera très probablement pas. Amazon a lancé plus de 200 satellites Kuiper en 2025 et Bezos a personnellement promis d'en envoyer 3200 en orbite d'ici 2027. Pour comparaison, Starlink compte aujourd'hui plus de 7000 satellites opérationnels. Kuiper en représente moins de la moitié. Mais dans la connectivité satellite, quand un concurrent sérieux entre sur le marché, la capacité du leader à fixer ses prix, seule, s'érode. Il y a aussi la Chine qui déploie Guoang à un rythme industriel. Donc à partir de 2027-2028, la pression sur les marges de Starlink va vraiment être très intensifiée. Alors évidemment, il y a des investisseurs qui sont presque all-in. La banque Goldman Sachs, elle pilote l'IPO et donc elle gagne des centaines de millions sur cette opération. Eh bien, elle a quand même osé projeter que SpaceX multiplierait par 100 son chiffre d'affaires depuis 2030. Personnellement, ça me fait penser à la bulle Internet quand les analystes étaient tous euphoriques. On connaît la fin de l'histoire. Le Financial Times précise que ces projections de Goldman Sachs ont été partagées oralement aux investisseurs pendant les roadshows, pas par écrit. La banque qui vend l'action est celle qui fait les projections les plus optimistes. Forcément. Quand on regarde des analyses plus indépendantes, Morningstar, qui n'est pas impliqué dans l'IPO et n'a pas de contrat à signer, valorise SpaceX à 781 milliards de dollars, moins de la moitié du prix fixé lors de l'introduction en bourse. Les analystes les plus sérieux, reconnus un petit peu par leur pairs, price SpaceX en dessous de la valeur d'introduction fixée par Musk. En fait, ce qu'il faut comprendre plus généralement, c'est que de nombreuses études ont analysé les IPO, les introductions en bourse. Sur 4700 IPO américaines sur 30 ans, les introductions en bourse sous-performent le marché de 7 à 11% par an pendant les 5 années qui suivent. 7 à 11%. Sachant que le marché en moyenne fait du 10% brut, on peut s'attendre à ce qu'en moyenne, en fait, les IPO n'apportent presque pas de valeur et pour certaines d'entre elles même fassent perdre de l'argent aux investisseurs à horizon 5 ans. Ce phénomène a un nom, le New Issues Puzzle. Historiquement, les entreprises qui entrent en bourse ont tendance à sous-performer dans les années suivantes, notamment parce qu'elles choisissent souvent le moment où l'enthousiasme des investisseurs est maximal. Autrement dit, une IPO exceptionnelle ne signifie pas forcément un bon investissement. C'est surtout, très souvent, une bonne opération pour les fondateurs de la société qui peuvent à ce moment-là sortir et vendre leur part à un très bon prix
au grand public. Alors évidemment, toutes les IPO ne sont pas des désastres pour ceux qui les achètent. Tesla, par exemple, a été une des entreprises les plus performantes après sur les 5, même les 10 ans après son IPO. Sauf que pour un Tesla, qui a fait mentir les sceptiques, il y a des dizaines, des centaines d'IPO survendus qu'on a oubliés. Parier sur l'exception, c'est pas investir, c'est jouer avec son argent. Donc, à 1750 milliards, vous n'achetez pas SpaceX, vous achetez l'hypothèse que Musk va réussir des choses qui n'existent pas encore. Par exemple, réussir à installer 1 million d'habitants sur Mars. C'est pas une blague, parce qu'actuellement, le salaire d'Elon Musk chez SpaceX est de 54 080 $ par an. C'est le salaire d'un cadre à Paris, mais là, c'est pour l'homme le plus riche du monde. En fait, la vraie rémunération derrière pour Musk est ailleurs. Le conseil lui a accordé 1 milliard d'actions de classe B, ce qui, à haute valorisation, pourrait représenter plusieurs centaines de milliards de dollars potentiels, plus de 350 milliards de dollars selon les projections. Et soyons justes, il ne touchera ce pactole que s'il réalise des objectifs quasiment impossibles. Porter SpaceX à 7 500 milliards de valorisation, 4 fois sa valeur d'entrée, et surtout, réussir à installer 1 million d'humains sur Mars. Sur le principe, difficile de crier au scandale, pas de résultat, pas de jackpot. Il y a même un second paquet, 302 millions d'actions, donc 100 milliards de dollars potentiels supplémentaires pour Musk, adossé à un projet de data centers en orbite autour de la Terre. Évidemment, Elon Musk a presque 50% des parts de SpaceX, donc évidemment, il va s'enrichir rien qu'avec l'introduction à bourse et l'augmentation de la valorisation de SpaceX. Il ne va pas attendre ces potentiels pactoles qui probablement n'auront jamais lieu. Donc, savoir interpréter ce qu'implique un investissement, c'est exactement ce qui sépare l'épargnant qui subit de l'investisseur qui comprend. Si vous voulez apprendre à lire vos placements vous-même, j'ai créé une formation offerte pour apprendre les bases de l'investissement en moins d'1 heure, sans jargon. C'est gratuit, c'est le premier lien en description. Cliquez dessus pour y accéder si ça vous intéresse. À partir de là, peut-être que vous voulez investir dans SpaceX, ou peut-être pas. Sauf que si vous investissez déjà sur des ETF, et c'est sûrement le cas pour beaucoup d'entre vous qui suivez ma chaîne, alors vous allez être rapidement un actionnaire de SpaceX dans tous les cas. Mais avant de voir comment cela va se matérialiser, il faut comprendre que côté gouvernance, SpaceX, c'est du jamais vu sur les marchés américains récents. C'est à la limite du scandale. Une action classique, en fait, donc la classe A, celle que le grand public va pouvoir acheter, donne une voie de gouvernance de SpaceX. Une action de Musk et de son cercle, la classe B, en donne 10. Résultat, Musk contrôlera après l'introduction en bourse plus de 84% des droits de vote, quand bien même il ne détiendra que moins de 50% des actions. Jamais dans l'histoire moderne des marchés américains, un dirigeant n'a eu un tel verrou sur une entreprise cotée en bourse. Et c'est pas fini, puisque souvenez-vous de ma toute première phrase, seul Musk peut virer Musk. C'était pas une formule, c'est écrit dans les statuts. La décision de le démettre de ses fonctions ne peut être votée que par les détenteurs d'actions de classe B, c'est-à-dire lui et ses proches. Et il reste 2 clauses dans le prospectus d'introduction en bourse. La première, un arbitrage privé obligatoire. En achetant l'action SpaceX, vous renoncez par contrat à attaquer SpaceX en justice et à rejoindre la moindre action collective. La seconde, SpaceX bénéficie d'un statut de société contrôlée qui la dispense d'avoir des administrateurs indépendants dans ses comités clés. Or, des administrateurs indépendants, ce sont justement ceux dont le rôle est de pouvoir dire non au patron. Traduction. Légalement, personne n'est là pour contredire Musk. Et donc dans tout ça, si vous refusez de participer à cette introduction en bourse, eh bien sachez qu'en février 2026, le Nasdaq a lancé discrètement une consultation et a modifié sa méthodologie de son indice phare, le Nasdaq 100. Celui qui est répliqué par des dizaines de millions d'épargnants dans le monde. Les règles ont été approuvées le 30 mars, en vigueur le 1er mai. 2 changements. Le premier, la règle dite Fast Entry. Désormais, une entreprise fraîchement cotée qui se classe dans le top 40 du Nasdaq 100 peut y entrer en 15 jours de bourse seulement. Avant, il fallait attendre 3 à 12 mois. Ok, donc SpaceX va rentrer dans cette case puisqu'elle va être top 7 capitalisation monde avec cette valorisation. Elle sera très probablement top 40 assez facilement et elle le restera a priori. Et puis le second changement, la suppression du flottant minimum de 10%. Le flottant, c'est la part des actions réellement disponibles à l'achat en bourse par monsieur et madame tout le monde. Le reste étant verrouillé par les actionnaires avant l'introduction en bourse. Donc ici, Musk et ses proches. Et justement, SpaceX
n'en émet sur les marchés boursiers qu'environ 5%. Donc avant l'ancienne règle, il était complètement impossible pour SpaceX d'entrer dans le Nasdaq 100. Avec ces deux nouvelles règles, une entreprise au flottant minuscule peut quand même être intégrée et pondérer jusqu'à 3 fois son flottant réel. Et ce, en quelques jours. Donc plusieurs sources de presse rapportent que SpaceX a en fait posé cette entrée rapide comme condition explicite de son choix du Nasdaq plutôt que de la bourse de New York, le NYSE. En gros, le Nasdaq s'est plié à Musk. Le Nasdaq a réécrit ses propres règles pour s'adapter parfaitement à l'introduction de SpaceX, à la demande donc de l'entreprise privée. Environ donc 527 milliards de dollars répartis dans 63 ETF à travers le monde répliquent aujourd'hui le Nasdaq 100. Rappelez-vous, donc un ETF, c'est ce panier qui suit l'indice à la lettre. Quand une valeur entre dans l'indice, le fonds est forcé de l'acheter. Pas le choix. L'analyste Dave Nadig a chiffré cet achat forcé à 7 milliards de dollars en une seule séance, du coup, pour SpaceX par les ETF Nasdaq 100. Il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, une poignée d'hommes ont bâti les premiers empires industriels américains en pliant les règles à leur avantage. Rockefeller sur le pétrole, Vanderbilt sur le rail, Carnegie sur l'acier. On les appelait les barons voleurs. C'était pas un compliment. Aujourd'hui, le décor a changé, mais le mécanisme est le même, en plus puissant. Quand une bourse réécrit sa méthodologie sur une demande d'une entreprise privée pour satisfaire très largement juste une personne, le fondateur Elon Musk, l'épargnant ne choisit plus d'investir, il est investi obligatoirement, eh bien, c'est quand même assez dommageable et c'est le système actuel financier qui, quand même, a ses limites. Alors, la question de départ, souscrire à cette IPO, est-ce que c'est le deal du siècle ou est-ce que c'est l'arnaque du siècle? Personnellement, je n'y participerai pas. La gouvernance donc de l'entreprise est épouvantable, les ratios de valorisation sont démentiels, mais surtout, investir dans les IPO, ce n'est absolument pas ma stratégie, ce n'est absolument pas evidence-based investing, l'investissement basé sur les preuves et sur les faits. C'est plutôt l'inverse. Ici, on est vraiment sur de la spéculation. Alors maintenant, mes ETF en achèteront automatiquement. Un jour ou l'autre également, SpaceX sera dans l'indice S&P 500, dans l'indice MSCI World, etc. Mais SpaceX ne représentera pas grand-chose dans mon patrimoine. A priori, moins de 1%, même moins de 0,1%. Donc, rassurez-vous, d'ailleurs, si vous êtes fidèle viewer de cette chaîne, très probablement vous avez un portefeuille d'ETF. Rassurez-vous, si vous avez un portefeuille largement diversifié, SpaceX ne représentera quasiment rien dans votre portefeuille. Et une stratégie ETF a tellement d'avantages qui gomment largement ce genre de limites. Donc, il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter et changer de stratégie. Ça n'a pas d'impact à avoir sur votre plan d'investissement, clairement. Alors, malgré tout ce que j'ai dit, encore une fois, on n'est pas à l'abri que SpaceX explose ses résultats et soit une entreprise finalement exceptionnelle et soit finalement une pépite, puis qu'on aura quand même en portefeuille avec des ETF. Le fait est que participer à l'IPO, par contre, selon moi, n'est pas du tout un investissement rationnel à faire. Encore une fois, faites vos propres recherches si vous souhaitez investir ou pas dans cette IPO. Pour rappel, si vous souhaitez apprendre à investir intelligemment, même en partant de zéro, vous trouverez donc ma formation offerte, c'est le premier lien en description. Et puisqu'on parle de ce que votre épargne cache vraiment, il y a par contre une autre mécanique invisible qui vous coûte là des centaines, voire des milliers d'euros chaque année, sans que personne ne vous l'explique. Donc je vous explique en profondeur les pratiques cachées des banques qui vous touchent directement au quotidien. Cliquez ici pour regarder cette vidéo maintenant.